Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Miss Sarah Folador, entrepreneuse. Salut Sarah, enchantée. Bonjour Hugo, enchantée. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui. Fait qu'en ce moment, on est en direct sur Facebook et sur Instagram. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, en quelques mots, Vas-y. donc Sarah, je vis au Canada depuis presque 6 ans. Oui. Et puis, je suis entrepreneuse depuis 10 ans. Donc, j'ai lancé mon premier business à l'âge de 25 ans. OK. Et là, depuis quelques années, j'accompagne donc des startups françaises qui ont la volonté de se développer sur l'Amérique du Nord. OK. Donc, en tant que consultante. Et depuis 2 ans, je travaille également sur un projet de création de fonds d'investissement qui vient donc soutenir l'entrepreneuriat féminin, encourager l'entrepreneuriat féminin et travailler sur le sujet de l'atteinte des objectifs de développement durable. OK, cool. Fait que parle-moi un peu de ta compagnie que tu fais de la consultation. Comment elle s'appelle? Alors aujourd'hui, c'est en mon nom propre, Oui. Sarah Folador. Oui. Donc j'accompagne mes clients sur le sujet du développement d'affaires OK. et du marketing avec du design de funnel d'acquisition utilisateur OK. et aussi de la stratégie digitale au moyen d'un réseau social que tu connais très bien qui s'appelle LinkedIn. Ben oui. Ben oui. Et donc du coup, j'accompagne mes clients sur le sujet de la prise en main de cet outil OK. à des fins donc de valoriser leur expertise et faire connaître leurs produits ou solutions en respectant les règles qui doivent bien fonctionner, qui sont engagées, partagées OK. et éduquées pour valoriser également leur communauté OK. afin de se faire connaître, tout comme on peut le faire dans la vraie vie au Parfait. quotidien. Voilà. Fait que tu vas chercher tes clients par quelle plateforme? Sur LinkedIn? LinkedIn. Exactement, ouais. J'ai à peu près 50% de mes leads qui viennent de LinkedIn. OK. Et puis après, c'est vraiment que du référencement avec du bouche à oreille. OK. Donc en fait, le LinkedIn, finalement, c'est du référencement du bouche à oreille, mais Oui. en version digitale. OK, parfait. Puis, en fait, parle-moi, pourquoi est-ce que tu es devenue entrepreneur? Ça vient d'où, cette envie? Je crois que ça vient depuis toute petite. OK. J'ai ma maman qui travaillait pour une boutique de chaussures quand j'étais petite. OK. Et du coup, à l'époque, je faisais déjà des plans d'action de promotion pour faire rentrer plus de monde dans la boutique. OK. Donc, je rédigeais déjà des annonces publicitaires. OK. Voilà. Et puis, très tôt, j'ai compris, en fait, la logique de business. Oui. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux structures de création d'entreprise. En France, on a beaucoup de statuts différents. Donc, je pense OK. qu'à l'âge de 6 ans, je savais ce qu'était une SARL. Donc, OK. c'est une société à responsabilité limitée. déjà à 6 ans? Déjà. Voilà. Et puis, en grandissant, je me suis toujours impliquée à l'école. J'ai travaillé sur notamment la vente de pain au chocolat quand j'étais en 6e, donc OK. je devais avoir 11-12 ans. OK. Un peu plus tard, j'ai organisé une foire aux livres en vidant toute la cave du collège. Il y avait plein de bouquins qui traînaient depuis des années là-dedans, donc je suis allée voir la responsable de l'école, j'ai monté une équipe, OK. on a fait le grand nettoyage dans la cave, et puis ensuite on a organisé une grande vente de ces vieux manuels scolaires. Fait que tu avais déjà une initiative quand tu étais vraiment jeune de partir des choses. Oui. Et puis surtout de fixer les choses. Parce que le mindset de l'entrepreneur, finalement, c'est de prendre le temps de se pencher sur un problème, Oui. de trouver le moyen de résoudre le problème. Exactement. Et puis, parce qu'on résout le problème, on fait de l'argent auprès d'une communauté d'utilisateurs. OK. Puis, en fait, l'entrepreneuriat ici au Canada puis en France, c'est quoi la différence, en fait? Je dirais qu'ici, c'est beaucoup plus pragmatique. OK. Les gens ont l'air de ne pas vouloir perdre de temps. En France, on est plutôt romantique. On aime bien les belles histoires. OK. On aime bien toute l'histoire autour de d'où je viens, qui je suis, OK. qui est-ce que je connais, pourquoi est-ce que je fais ça, dans quelle direction je m'en vais, est-ce que je suis légitime avec un pédigré scolaire, etc. Ici, c'est j'ai un problème, tu peux m'aider? Oui, non, ok. Si tu peux m'aider, on avance, et sinon, au revoir. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. En France, il y a beaucoup de jeux de séduction, entre guillemets. On se crée des histoires par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et puis, on a besoin de raconter que notre arrière-arrière-grand-mère était probablement anoblie par la reine. Écoute, admettons, si on prend un exemple de ton travail que tu fais en consultation, si tu trouves quelqu'un sur LinkedIn, tu vas lui demander, tu vas lui
lui parler pour l'aider vraiment à optimiser sa page, pour aller chercher plus de clients par rapport à son domaine? Alors, c'est pas forcément tant par rapport à l'optimisation de sa page, parce que ça, c'est plus des choses techniques. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment est-ce que les personnes veulent engager, et puis quelle est la création de valeur pour une interaction avec une autre personne, et dans quel but. Le but, au final, on sait bien, c'est de vendre, mais quelle est l'expérience que l'on va proposer aux personnes avec lesquelles on va interagir, et puis pourquoi est-ce qu'une personne accepterait de nous suivre en échange, en quelle contrepartie, et puis si je décide d'engager avec la personne, comment est-ce que j'avance avec cette personne-là et qu'est-ce que je lui offre comme expérience. Donc ça invite à se poser les bonnes questions sur les actions à entreprendre quotidiennement sur LinkedIn. Fait que LinkedIn, c'est vraiment ta plateforme. Est-ce que des fois, tu vas dans des conférences aussi, tu vas chercher des clients, c'est vraiment juste par là que tu passes ton temps? Je rencontre beaucoup mes clients. Du coup, maintenant, j'ai plus de clients ici à Montréal qu'en France. Voilà, mais après, non. Enfin, moi, mon emploi du temps, il est quand même plutôt concentré sur la publication de contenu sur LinkedIn. OK, parfait. Et puis après, l'accompagnement de mes clients en face à face. Je commence à me digitaliser aussi en proposant des programmes en ligne avec des webinaires. Oui. Puisque je me rends compte que si je veux servir un certain nombre de clients et puis avoir un business scalable, comme on dit en langage start-up, il faut digitaliser ses activités, et ça commence aussi par digitaliser son cerveau d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Fait qu'en ce moment, on est en direct sur Facebook. Si vous avez des questions, notre technicien Philippe va pouvoir le dire, et Miss Sarah ici va pouvoir vous répondre. Et soyez pas gênés, laissez des commentaires, des questions. Fait que moi, je vais parler un peu plus de l'entrepreneuriat féminin, parce que tu es une entrepreneuse féminine. J'en ai passé au podcast des entrepreneuses, puis moi, je vais tout le temps savoir, vraiment, c'est quoi les avantages qu'une femme a par rapport à un homme entrepreneur? Je dirais pas qu'on a plus d'avantages que les hommes ou moins. Côté émotionnel, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'intelligence émotionnelle. Les femmes ont ce côté-là plus sensible, plus, tu sais. Disons que je pense que d'une manière générale, on est un peu plus intuitive et puis émotionnelle. Alors attention au mot émotionnel, parce qu'on nous associe à des hystériques dès lors que les hommes n'arrivent pas à gérer les émotions d'une femme, enfin l'expression des émotions d'une femme. Ce qu'on prend pour de la force chez un homme, on va le qualifier d'émotionnel chez une femme. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais si on veut élever le débat, je considère que la différence, c'est juste dans la façon de faire, en fait. C'est peut-être être un peu plus intuitive, plus d'écoute aussi, spontanée. Et puis, peut-être une capacité aussi à mieux considérer les êtres humains en certaines circonstances. Donc, ça prend de la patience. Voilà, mais on n'est pas toutes patientes, et puis on n'est pas toutes compatissantes, et puis on n'est pas toutes émotionnelles. Donc, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais en tout cas, si je devais juste parler de moi, oui, je pense que c'est ma force vis-à-vis des hommes. OK, cool. Et puis, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneuses? Ça prend de la valorisation des profils et d'histoires de femmes entrepreneurs. Moi, depuis toute petite, en tant qu'entrepreneur, je me suis inspirée évidemment de... les modèles, c'est Steve Jobs et puis Richard Branson. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres références féminines ultra connues? Alors, à part Martha Stewart, qui s'est retrouvée en prison il y a quelques années pour, je crois, un délit d'initié ou quelque chose comme ça, on n'a pas beaucoup de références féminines spontanées de femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui sont connues et reconnues pour ça. Donc voilà, donc c'est un manque de représentation dans les médias, d'un côté, et puis aussi dans les films, dans les productions cinématographiques, il y a très peu de valorisation de parcours de femmes entrepreneurs, ou alors elles sont avocates, ou elles sont Erin Brockovich, etc. Oui, ça c'est des références de femmes fortes, etc. Mais côté entrepreneuriat pur et dur et à la Richard Branson, non, je vois pas. Mais ça, au Québec, par exemple, je pense qu'il y a Caroline Néron, puis d'autres entrepreneurs qui sont plus souvent à la télé, tu sais, mais il doit sûrement en avoir des très grandes entrepreneurs ici au Québec, mais il faut juste qu'ils se mettent vraiment à l'avant. Oui, et puis c'est juste qu'après, c'est une question aussi de comment est-ce qu'on se retrouve dans le parcours de ces femmes. Donc moi, je pense que ça passe aussi la représentation, ça passe aussi par la diversité.
voilà ce qu'on a critiqué des hommes qui ont eu tendance à faire des boys clubs pendant des années, club d'hommes d'affaires, successful, globetrotter, etc. Il commence à y avoir l'équivalent du côté femme, mais ce sont des tours d'ivoire, des clubs très fermés. Et puis elles sont toutes, et on est toutes plus ou moins issus d'une certaine catégorie et représentons une certaine classe de la société ou issus de certains courants d'immigration, etc. Du coup, on manque aussi de diversité aussi dans la représentation des femmes entrepreneurs. Donc, il faut plus de visages diversifiés, avec des parcours très différents et pour éviter la reproduction des boys clubs à la sauce féminine. Des hommes d'affaires, quand même. C'est ça. Puis là, tu sais, on parlait beaucoup de technologie avec LinkedIn, mais j'ai l'impression qu'on parle d'entrepreneuriat, puis il y a des femmes entrepreneuriales, mais en technologie, je pense vraiment c'est sous-représenté. Il n'y a pas beaucoup de femmes tech, en fait. Non, mais grâce à des mouvements, à date, oui, c'est sûr, mais grâce à des mouvements comme le manifeste des femmes en tech, qui a été lancé aussi grâce à Chloé Frélon et Geneviève Bégin, si je ne me trompe pas. Là, il y a un peu plus de visibilité sur les médias sociaux pour valoriser les femmes en tech et puis changer les mentalités. Elles ont un super podcast aussi qu'elles font régulièrement. Je crois que la première saison est terminée. Mais elle pose les bonnes questions et puis donne de la visibilité aussi aux femmes en technologie. Donc, j'ai bon espoir. Je pense que les choses peuvent changer. Et puis, ça prend aussi, pour changer les mentalités, ça prend de l'éducation. C'est vrai. Donc, voilà, tout est une question de qu'est-ce qu'on a envie de traiter comme sujet pour résoudre telle problématique. Donc là, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de nous poser les questions pour... faire notre petite étude de marché et puis voir comment on peut fixer les problèmes. Puis en parlant des femmes tech, j'ai interviewé Tessa Maniello qui fait vraiment des bonnes choses du côté Legal Tech. Fait que oui, il y a des femmes qui sont dans le domaine technologique, c'est certain. Tu sais, avant qu'on passe vraiment à la partie suivante du podcast, j'aimerais que tu nous dises où ce que le monde puisse te contacter s'ils veulent te parler en fait. Sur quelle plateforme es-tu? Sur LinkedIn, le meilleur moyen de me contacter, c'est sur LinkedIn. Alors, je vais être très, très exigeante. M'envoyez pas juste une demande d'invitation comme ça. Il y a très peu de chances pour que j'accepte l'invitation parce que je considère que, finalement, le fait de ne pas prendre le temps de personnaliser la demande d'invitation, c'est un petit peu manque de considération. Alors, c'est vrai que parfois, on est pressé, on envoie plein d'invitations comme ça sans savoir finalement quelle pourrait être la finalité de cette demande. Donc, personnalisez votre message et puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez faire ou de quoi est-ce que vous avez besoin et je répondrai volontiers sur LinkedIn. C'est juste ton prénom, Miss Sarah? Alors, c'est Miss Sarah Folador. Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez contacter Sarah. Merci. Fait que, est-ce qu'on a des questions, monsieur le technicien? Non, on n'a pas de questions, malheureusement. Pas encore. Fait que soyez pas gênés, posez vos questions. On parle d'entrepreneuriat et aussi d'investissement au féminin. Fait que là, on va parler d'investissement au féminin. Parle-moi un peu vraiment du côté investissement. Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes de se faire investir dans leur compagnie, d'avoir du venture capitaliste, de l'argent? Oui, alors ça, du coup, j'ai peur, je vais parler de chiffres, parce qu'il y a que ça qui parle, parce que si je dis d'après mon expérience ou d'après l'expérience d'un tel à un tel, c'était compliqué. Grosso modo, l'an dernier, il y a 58 milliards qui ont été investis dans les startups en Amérique du Nord. Seuls 2,8 sont allés aux femmes, à des entreprises gérées par des femmes. Donc, j'ai publié ces chiffres-là à plusieurs reprises sur LinkedIn. On m'a demandé des comptes sur la proportion de femmes qui entreprenaient, etc. C'est un faux débat aussi. Et puis, je ne veux pas relancer le débat homme-femme, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver et de créer des outils qui soient un terrain favorable à la collaboration d'égal à égal entre les hommes et les femmes, et y compris donc, dans le venture capital, pour s'assurer que les conditions d'accès soient favorables à tous et non pas non plus exclusivement aux femmes ou aux hommes, mais que du coup on trouve un moyen de collaborer intelligemment ensemble pour créer des entreprises fortes et durables. Et ça prend un cerveau de femme et puis un cerveau d'homme. Alors il faut de la co-création et de la collaboration. Mais là, si on se fie aux chiffres, les femmes ils reçoivent moins d'argent que les hommes pour les moments. Oui, il y a ça, parce que les parcours aussi d'accompagnement qui sont proposés aux femmes sont étiquetés
femme, avec des valeurs féminines. Oui, oui. Au final, quand une femme entreprend un projet qui a, comment dire, une connotation avec un impact social et responsable. Oui. On va lui dire, ah bah t'as qu'à monter une OBNL, bah bien sûr, oui. Okay. Au lieu de dire, bah, c'est bien, là ça a tout le potentiel de faire une IPO dans 10-15 ans, enfin allez, peut-être dans 5-10 ans. Okay. Donc il faut proposer des parcours, des parcours aux porteuses de projets qui soient similaires à ce qui peut être proposé à un homme, peu importe le projet. Donc peut-être moins d'étiquetage et de catégorisation femme, pas femme, OBNL, pas OBNL, mais voir la solution, le potentiel de la solution, le potentiel de croissance de l'activité lancée, et puis proposer un parcours en adéquation avec l'ambition de l'entrepreneuse et pas uniquement chercher à la maintenir dans un circuit qui va faire qu'au final, elle va toujours parler à des femmes et puis être supportée par des femmes qui vont partager leur expérience basée sur leur expérience d'il y a quelques années aussi. Il faut que ça soit diversifié, là, pas juste des femmes, mais entre tout le monde. Exact. Donc, c'est toute une question d'équilibre, en fait. Je fais du yoga depuis quelques années, donc je peux vous confirmer que l'équilibre est important. Donc oui, c'est une question de dosage et puis d'injecter les bonnes ressources au bon moment, sans considérer le fait spécialement que ce soit une femme. Oui. Mais là, Sarah, moi, je vais te poser une question, puis on va être un peu plus sérieux. Est-ce que les femmes savent mieux gérer l'argent des investisseurs que les hommes? Tu sais, les millions de dollars qu'on donne, là. Est-ce que les femmes sont capables de mieux gérer ça ou c'est... Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai des exemples de femmes qui n'ont pas bien réussi. Alors, pas au sens que je veux pas apporter le message de manière négative, mais si on pense à Sofia Amoroso, qui a créé son business il y a quelques années, au début, elle revendait des vêtements sur eBay. Elle a réussi à construire un business très, très efficient, avec beaucoup d'argent. Elle a fait venir des gros investisseurs, et puis 2 ans plus tard, parce qu'elle était plus aux commandes quotidiennement de l'entreprise, ils ont perdu de l'argent. Donc là, c'est pas une question de femme, c'est une question d'engagement. Après, statistiquement, on voit bien que les projets qui sont portés par des femmes, en termes de gestion, etc., sont beaucoup plus, pérennes, au sens qu'il y a moins cette notion de risque, en tout cas, une meilleure gestion du risque et une meilleure appréhension de l'usage des fonds. Voilà. OK, parfait. Fait que les femmes sont capables de mieux gérer les risques que les hommes. T'sais. Non, encore une fois, je veux pas mieux, pas mieux. Statistiquement, oui, d'un côté, mais de l'autre, ça se dose et puis ça s'apprécie aussi. Et puis après, si on parle uniquement de l'écosystème start-up, c'est sûr que les gens sont un petit peu plus fous. Certains. Parce que du coup, il y a une course à l'argent qui est très rapide et puis on nous fait croire qu'on peut lever $1 million et puis être la future licorne en 1 an. Mais non, ça marche pas comme ça. Regardez, avant de devenir une licorne, là, si on prend l'exemple de Hootsuite à Vancouver, avant d'être une licorne, ça a pris au moins 10 ans. Donc, le travail, la réussite du jour au lendemain qui s'est produit dans la nuit, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça. Donc oui, il y a beaucoup aussi de mythes autour de la réussite. Donc femme, pas femme, c'est toujours une question de perception et puis de comment les gens vont surfer sur cette perception pour obtenir des choses. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'on a à apprendre des deux et c'est une question aussi de se donner le temps de collaborer ensemble. C'est vrai. En fait, des exemples de femmes investisseurs, t'en connais-tu? Ici, au Canada, en Amérique du Nord? Pas? Non. Je sais que c'est le bonheur encore de rencontrer le femme investisseur. Je sais que c'est... si, pardon. Tous les investisseurs potentiels que j'ai là pour le fonds d'investissement Plan B, ce ne sont que des hommes à date. OK. Mais je sais qu'aux États-Unis, j'en vois quelques-unes qui réussissent très bien dans des ventures capitalistes. Fait qu'ici au Québec, à part ça, peut-être les Anges Québec, je pense quelques femmes. Mais sinon... Il y a très peu de femmes chez Ange Québec. Et puis, vraiment, celle dont j'ai le plus entendu parler ces derniers mois, c'est Anne-Lise Méthode, qui est à la tête d'un gros fonds d'investissement aussi dans tout ce qui est énergie renouvelable. Voilà. Mais sinon, non, après... Et puis, j'ai entendu parler aussi de... Madame Henkel. Oui, Madame Henkel. Voilà. Après, je ne sais pas quel est son rôle aussi en tant qu'investisseur et puis dans quoi elle s'implique exactement, mais ça m'intéresserait de discuter avec elle. Mais effectivement, naturellement, là, le fait est qu'aujourd'hui, j'ai plus de relations avec des hommes investisseurs.
Dans notre équipe, là, sur Plan B, on est 50-50, on est parité à 50%. Donc, on est 2 femmes et 2 hommes. Voilà, et puis on aimerait continuer aussi dans cette logique-là. Et puis, on aimerait aussi avoir autant de femmes investisseurs qui s'impliqueraient aussi dans Plan B. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y en ait plus de femmes investisseurs? Ça prend aussi le temps qu'elles me contactent ou qu'elles répondent déjà à mes courriels. Bien sûr. C'est une question de se donner le temps de se rencontrer. Voilà. Parfait. Fait qu'avant qu'on passe à la dernière question du podcast, je veux savoir, monsieur le technicien, as-tu des petites questions? Non, mais j'aimerais dire bonjour à Antoine, à Vanessa. Salut Vanessa. À Christelle et tous les autres. Merci à tous ceux qui regardent ces podcasts en ce moment. Soyez pas gênés. Si on finit le podcast, vous avez des questions, vous pouvez quand même les poser parce qu'après, Sarah va pouvoir vous répondre sur les commentaires par après. Fait que la dernière question du podcast, moi, je vais parler en plus de l'Université du leadership féminin. Parle-moi ça. C'est quoi exactement? Alors, c'est une université qui a été lancée sur une initiative collective. Du fait que dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont donné de leur temps, partagé des informations, des savoirs et leur expertise de manière très très informelle, qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu comprendre certaines choses pour m'aider à développer des business, etc. Donc parce que j'ai pas le temps moi personnellement de m'impliquer avec chacune des personnes qui peuvent éventuellement avoir besoin d'aide ou d'une orientation et qu'on est plusieurs comme ça à être dans la même situation, on s'est dit pourquoi pas lancer une université libre, gratuite, en ligne, pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, en permettant à quiconque dans le monde parle français pour le moment, puisse connecter sur ce Facebook Live pour apprendre sur des sujets thématiques qui vont les aider à faire avancer leurs projets ou à mettre en œuvre des idées. Et puis rejoindre une communauté qui s'inscrit dans une démarche collaborative et de soutien. Donc c'est tous les mercredis à des heures différentes, à heure de Montréal. Et puis à chaque fois on traite 1 ou 2 sujets. L'avantage du Facebook Live, c'est qu'on peut regarder la vidéo après ad vitam aeternam à la demande. Pareil aussi, le parcours donc d'éducation sur le sujet entrepreneuriat est souvent complexe. On ne sait pas toujours où aller chercher les bons outils. Des fois, ça coûte de l'argent. Il faut attendre une inscription dans 6 mois pour assister à tel ou tel programme. Donc, quand on a un besoin, là, qu'on est inspiré, il faut du service à la demande. Donc, c'est ce qu'on fait là quasiment avec l'Université du Leadership. Fait que c'est-tu comme un groupe Facebook? Oui, c'est ça. On a créé un groupe qui s'appelle Université du Leadership féminin. Voilà, là, on a à peu près 300 membres qui se sont enregistrés depuis un mois et demi. Et puis, là, il reste encore 2 cours. On va voir si on continue l'aventure sous le même format de cours. Mais la deuxième phase, ce serait organiser des ateliers de réflexion pour résoudre des problématiques liées au développement durable. Faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent discuter pour proposer des solutions long terme pour avoir des entreprises plus durables. Je présume que c'est plus ouvert pour les femmes entrepreneuriales. Les hommes aussi sont les bienvenus. Là, on a un homme là, qui va intervenir aussi, Gabriel Arèche, qui est donc un ancien de l'AMF et qui a écrit un livre sur comment lever des fonds de la bonne manière. Donc, le livre n'est disponible qu'en anglais là pour le moment, mais voilà, il va intervenir la semaine prochaine ou ce mercredi. Parfait. Puis pour ceux qui nous écoutent et ou nous regardent, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à l'Université du Leadership? Ils peuvent tout simplement rejoindre le groupe Facebook ou alors aller sur le site www.universitéduleadership.com. Il y a des accents à université et à... Parfait. Et féminin, voilà. Et donc, voilà, ils peuvent s'enregistrer aussi comme ça. Parfait. Fait que nous, on va mettre tous les liens pour que le monde puisse rejoindre les groupes et aussi pour qu'ils te contactent. Fait que j'apprécie vraiment ces podcasts. C'est vraiment une belle entrevue. Miss Sarah Pollard, c'est vraiment apprécié. Fait que ceci conclut notre entrevue. Merci. Merci, Hugo. Merci. Merci.